Parce que en fait, la douleur se joue aussi ailleurs, dans tes émotions, dans tes pensées, dans ce que tu mets en place dans ton quotidien, ce n'est pas dans le normal d'avoir contexte mal dans lequel tu vis, etc., et etc. ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seule face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. La douleur n'est jamais seulement physique. Quand les douleurs menstruelles s'installent, c'est-à-dire que ça fait des mois, voire des années qu'elles sont là, quand les anti-inflammatoires ne font plus rien, quand la kiné n'arrive pas à soulager tout ça, c'est que prendre soin de la dimension physique de la douleur n'est plus suffisante. C'est le moment d'aller regarder ailleurs, c'est-à-dire dans les autres dimensions de la douleur. Depuis plusieurs années, les spécialistes de la douleur décrivent 3 autres composantes principales en plus de la douleur physique. La dimension émotionnelle, la dimension cognitive et la dimension comportementale. Ces 3 autres pans de la douleur interagissent en permanence et influencent la manière dont une douleur est ressentie, interprétée et vécue. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la douleur. Et c'est encore plus vrai quand une douleur devient chronique, comme dans les douleurs de règles. Si on ne regarde que le corps biologique, on passe à côté d'une grande partie de ce qui intensifie ou de ce qui apaise la douleur. Dans cet épisode-là, je vais te parler des différentes dimensions de la douleur menstruelle et ce avec quoi j'ai envie que tu ressortes à la fin de l'écoute, c'est que tu comprennes que la douleur, c'est une expérience avec plein de facettes différentes et que le fait de découvrir ces nouvelles facettes, ça va te permettre d'avoir de nouvelles pistes de solutions et peut-être de remettre du sens à ce que tu es en train de vivre. Donc je vais te présenter les 4 dimensions de la douleur et je vais en rajouter une 5e qui moi me semble essentielle quand on parle de douleur menstruelle et je la rajoute aussi en tant qu'accompagnante féministe, c'est la dimension sociale de la douleur et je te raconterai ça dans la dernière partie de l'épisode. Alors reste bien jusqu'au bout parce que à la conclusion, comme dans chaque épisode solo, je vais te préparer un exercice à faire pour savoir quelle est la dimension de tes douleurs qu'il serait important de prendre soin. C'est parti, on va regarder ensemble donc ces 5 dimensions de la douleur et on commence par la classique, la dimension physique de la douleur. Alors, la dimension physique, c'est la dimension la plus connue. Elle correspond à ce qui se passe dans le corps. Dans les tissus, les organes, les nerfs, les muscles, les hormones, tout ça c'est biologique, c'est mécanique et c'est d'ailleurs sur cette dimension qu'un diagnostic est posé. Dans le cas des règles, il y a plusieurs réactions mécaniques dans le corps qui peuvent provoquer de la douleur. Les crampes utérines, l'inflammation pelvienne, les lésions dans l'endométriose, les tensions des muscles, du bassin, du plancher pelvien, l'inflammation des nerfs, etc., etc. Si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite à aller écouter le premier épisode sur les différents types de douleurs physiques possibles. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas détailler tout ça, donc vraiment, va écouter le premier épisode si ça t'intéresse vraiment d'avoir plus de détails sur quelles seraient les douleurs physiques qui correspondraient à ce que toi, tu ressens dans tes douleurs menstruelles. Aujourd'hui, je te parle de la dimension physique, mais c'est parce que c'est une dimension qui est fondamentale. Ok, c'est la première que l'on regarde et sur laquelle on agit. Les médicaments, une bonne alimentation, la kinésithérapie, les vitamines, les compléments alimentaires, tout ça, c'est des choses qui vont agir sur la dimension physique de la douleur. Et bien sûr, cette dimension, elle est réelle, elle est importante et je ne le nie pas. Cependant, elle ne suffit pas à expliquer pourquoi certaines douleurs deviennent très envahissantes et pourquoi 2 personnes avec le même diagnostic et avec le même degré de lésion peuvent vivre des douleurs très différentes. Donc, on va plonger dans les autres dimensions et la dimension pour moi qui est, on va dire, la dimension phare et les autres dimensions vont tourner autour, c'est la dimension émotionnelle. La douleur est aussi une expérience émotionnelle. La douleur, elle va influencer ton ressenti émotionnel, c'est-à-dire que autour de la douleur physique, il peut se créer en amont, pendant la crise ou après la crise menstruelle, des émotions qui peuvent être désagréables et submergentes. Et celles-ci vont aussi avoir un impact sur l'intensité de la douleur. Donc comment les émotions elles impactent les douleurs menstruelles? Parce que en fait les émotions vont activer le système nerveux et le système hormonal qui vont eux-mêmes ensuite aller activer encore plus l'inflammation physique. Donc ça crée en fait de l'inflammation émotionnelle sur de l'inflammation physique.
Alors on s'entend, l'inflammation émotionnelle, ça n'existe pas, hein. En réalité, c'est de l'inflammation tout court, c'est-à-dire c'est un stress corporel, ok ? Mais c'est pour te donner en fait une image de te dire, ok, en fait, certaines émotions vont créer une inflammation qui va se rajouter à une inflammation physique, à une douleur qui est déjà là, une problématique qui est déjà dans la dimension physique. Et là, moi, je vais faire ma petite minute d'auto-promo puisque la dimension émotionnelle, c'est vraiment ma partie. C'est moi ce que j'accompagne en fait, c'est les personnes qui ont des douleurs menstruelles et je les accompagne à s'apaiser en prenant soin de la dimension émotionnelle, en apprenant à comprendre, à réguler, à transformer les émotions qu'elles vivent autour de leur douleur menstruelle. Et je peux vous dire qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un qui a mal et qui est submergé par les émotions de la douleur et quelqu'un qui a été accompagné émotionnellement et qui va avoir mal sans être submergé, voire même qui ne va plus avoir mal parce qu'elle n'a plus d'émotions par rapport à ses douleurs de règles, par rapport à ses menstruations. Donc si ça t'intéresse de te faire accompagner, moi je t'invite à aller voir sur mon site internet mauderenard.com et puis voilà, il y a plusieurs types d'accompagnement possibles. Tu peux m'envoyer aussi un MP sur Instagram pour en parler. On en discute si ça t'intéresse de te faire accompagner par moi. Je ferme la parenthèse de l'autopromo et je te donne quelques exemples concrets d'émotions qui sont liées à la douleur parce que je pense que tu te demandes en fait mais quelles sont les émotions qui peuvent avoir un impact autour de ma douleur. Et ça, c'est des exemples que je vais te donner parce que c'est des exemples qui sont très récurrents chez moi, les personnes que j'accompagne. Donc par exemple, l'émotion assez récurrente qui revient, c'est l'émotion de peur. Cette peur, eh bien, on la retrouve, par exemple, quand tu as peur que la crise arrive en public, dans un lieu public, et que tu as peur, par exemple, de t'évanouir si tu es sujette au malaise vago quand tu as de la douleur. Et c'est tout à fait logique et possible, en tout cas. Et ben, je peux avoir, en fait, des personnes qui vont avoir très peur, en fait, et qui vont anticiper la peur de cet évanouissement en lieu public et donc qui va anticiper la douleur, qui va anticiper ses menstruations parce que elle va potentiellement être dans un lieu public, etc., etc. Donc ça, c'est un grand classique. Il y a aussi, dans la peur, il y a aussi clairement la peur de mourir pour certaines personnes pendant la crise menstruelle, pendant la crise de douleur. Il y a aussi la peur, par exemple, que ça s'arrête jamais. Voire pire, et ça je l'ai déjà entendu plusieurs fois, la peur de se donner la mort, tellement les douleurs sont importantes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, mais c'est des émotions, en fait là c'est une grande émotion de peur qui va engendrer tout un tas d'inflammations dans le corps, tout un tas de stress corporel, parce qu'il y a justement un stress émotionnel. Dans un tout autre style d'émotion, je peux te donner un autre exemple, c'est la colère. Lorsque les douleurs recommencent, par exemple, souvent dans un mois où tu as fait très attention, tu as bien mangé, tu n'as pas bu d'alcool, tu t'es bien reposé, etc., etc. Et là, la douleur revient. Là, il est fort possible que tu te sois très en colère. Et en fait, tu peux te rajouter aussi une forme d'injustice. Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi toujours moi, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est des émotions de colère. De nouveau, l'émotion de colère va générer du stress dans le corps et va rajouter de l'inflammation à ce qui est déjà inflammatoire. Là, je te parle de colère, de peur. Il peut y avoir de la tristesse, de la déception, de la solitude, le deuil aussi d'une ancienne vie où tu te sentais bien. Donc tout ça, c'est vraiment un cocktail émotionnel et toutes ces émotions qui vont arriver avant, pendant et après la douleur. Et se rajoutent là-dessus des difficultés à réguler ces émotions qui fait que tu te sens submergé et donc que ça va te pourrir la vie, ces émotions, en plus d'avoir mal. Donc en plus d'aggraver la douleur physique, c'est parfois en fait la sensation d'être submergé émotionnellement qui va prendre plus de place que la douleur physique. Donc le mal-être, il va être émotionnel parce que tu vas te sentir submergé et parce que tu ne vas pas réussir à réguler ça en plus d'avoir mal. Donc pour travailler sur la dimension émotionnelle de la douleur, l'idée c'est surtout d'aller apaiser ces émotions pour que la douleur physique, quand elle arrive, tu ne te sois pas envahi, que ce soit accueilli, que ce soit entre guillemets tranquille. Alors je dis pas que tu vas être en joie d'avoir mal et que tu vas avoir hâte d'avoir de la douleur, pas du tout, mais l'idée c'est d'aller réussir à créer une forme de neutralité, de tranquillité émotionnelle malgré la crise de douleur.
Et en fait, je ne dis pas, quand je parle de neutralité ou quand je parle de tranquillité, je ne dis pas, ok, tu ne vas plus du tout avoir d'émotions. Non, c'est juste que tu vas être en capacité de réguler ces émotions-là quand elles arrivent. Et c'est-à-dire que même s'il y a de la peur, même s'il y a de la colère qui arrive face à ces émotions, tu vas savoir les réguler pour qu'elles ne t'envahissent plus et donc du coup qu'elles ne rajoutent pas, on va dire, un mal-être émotionnel, un mal-être, un stress corporel sur une inflammation, sur une douleur physique qui est déjà là. Troisième dimension, c'est la dimension cognitive. Qu'est-ce que c'est que la dimension cognitive ? C'est la manière dont on pense à la douleur. Donc, de nouveau, on a la douleur physique, ok, et en fait, cette douleur-là, elle va générer des pensées, des réflexions. Elle est très fort en lien, cette dimension, bien sûr, avec les émotions, parce que ça va être en fonction des émotions que tu vas avoir, en fonction de ce que tu vas penser. Mais là, elle se situe dans l'intellect, dans le mental, alors que la dimension émotionnelle, elle va être plutôt physique, plutôt corporelle. Donc c'est tes croyances, c'est tes interprétations, c'est tes souvenirs, c'est tes attentes, c'est ta projection dans le futur, tout ça c'est des pensées. Et donc tout ceci, ça va influencer ta perception de la douleur. Et donc ces pensées-là, elles vont te pourrir la vie. Certaines pensées peuvent amplifier la douleur parce qu'elles vont générer certaines émotions avec elles qui peuvent de nouveau ajouter de l'inflammation sur de l'inflammation sur de l'inflammation. Tu vas commencer à comprendre ce que je veux dire par rapport à tout ça. Et donc, par exemple, le grand classique de la pensée, parce que peut-être tu vas te dire, tu te dis sans doute, mais en fait, de quoi elle parle? Qu'est-ce que mes pensées viennent faire ici, etc. Et souvent, en fait, on a du mal à se voir penser. Donc, c'est souvent difficile de mettre un exemple là-dessus, mais le grand classique des pensées face aux douleurs menstruelles, c'est « je suis un gars désespéré ». Ou encore « je suis nulle, j'y arriverai pas, je vais jamais m'en sortir ». Voilà. Cas désespéré. Cette pensée-là, en fait, c'est une pensée qui revient énormément, moi, en séance quand j'accompagne. Et c'est une pensée qui va te mettre dans un conditionnement qui n'existe pas de solution et que c'est toi le problème et que tu n'as pas d'avenir. Et donc, bien sûr, en fait, et pour te montrer qu'elles sont fortes en lien avec la dimension émotionnelle, c'est que ces pensées-là, elles vont générer des émotions du type « je suis complètement impuissante », ça me met en colère en fait d'être un cas désespéré, ça me rend triste en fait d'être un cas désespéré. Voilà, chacune et chacun va interpréter différemment ses pensées, va avoir des émotions différentes par rapport à cette pensée, mais en tout cas ça va générer de nouveau une émotion. Ces pensées ne sont pas un manque de maturité émotionnelle ou intellectuelle, parce que je te vois venir là, de te rajouter un poids en te disant « je suis nulle », de penser que je suis un cas désespéré, alors que je devrais pas penser que je suis un cas désespéré. Donc ça, c'est un grand classique aussi. Donc on est presque là sur de la métacognition. Non, je te rassure, en fait, ces pensées-là, elles sont normales parce qu'elles sont intériorisées et elles sont souvent en fait le résultat d'années d'expériences négatives avec la douleur. Elles sont le résultat aussi d'un système de santé qui apporte peu de réponses positives, très peu de solutions concrètes pour apaiser ta douleur, voire même qui a peut-être déjà en fait sous-entendu que, enfin voilà, peut-être certaines personnes du corps médical a déjà sous-entendu que en effet tu étais un cas désespéré, voilà, parce que dans certaines circonstances, on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas de diagnostic bon, etc. Donc voilà, il y a un sous-entendu de ça. Donc dans tout ce contexte-là, je comprends, moi, que tu penses que tu es un cas désespéré. Donc un autre exemple aussi concret de pensée que tu peux avoir, c'est en amont de tes menstruations, tu peux penser au fait que tu vas avoir mal. Donc tu n'as pas encore mal, ok, mais tu penses déjà au moment où tu auras mal. De nouveau, c'est logique, hein. Je n'ai pas envie de te faire culpabiliser par rapport à ça. C'est tout à fait logique d'être dans une anticipation quand il y a de la douleur depuis des années, quand tu sais qu'à chaque menstruation, tu vas avoir mal. Mais en fait, ça conditionne, on va dire que ça conditionne fort le fait de se dire, ok, de toute manière, j'aurai mal. Et en fait, et c'est toujours très intéressant, moi, c'est une question que je pose très souvent quand j'accompagne à la première séance, c'est est-ce que tu réussis, toi, à te projeter dans ton cerveau sur le fait qu'un jour, tu pourrais ne plus avoir mal. Et c'est extrêmement significatif quand les personnes me disent « Non, c'est impensable pour moi de ne plus avoir mal. » C'est là que je vois que en fait, la dimension cognitive, elle prend énormément de place, elle est extrêmement importante pour la personne et que c'est sur les choses sur lesquelles on peut beaucoup travailler.
comprendre cette dimension, écouter, observer ces pensées que tu as par rapport à tes douleurs menstruelles et voir l'impact qu'elles peuvent avoir, tout ceci, ça va te permettre d'ouvrir des nouvelles pistes d'apaisement. Donc attention, parce que là, je ne parle pas de pensée magique, de loi de l'attraction, etc., où tu peux te dire, ok, je ne dois pas penser que je suis un cas désespéré, donc je vais penser que je vais y arriver, que je peux ne pas avoir mal, que je décide de ne pas avoir mal, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça, ok? Ça se saurait si ce qu'on se décidait mentalement se réalisait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ce n'est pas tant décider de changer de pensée qui va te soulager, que, en fait, surtout de ne pas t'assimiler à la pensée d'être nul et d'être un cas désespéré. C'est-à-dire que d'observer cette pensée, de la voir, juste de la voir. Je te dis pas de changer de mindset. Je mets des guillemets, tu vois. Je te demande pas ça. Juste de dire, ah oui, ok, là je vois que dans ma tête j'ai la sensation d'être nul, que dans la tête j'ai ma sensation d'être désespéré. Et en fait, ça peut contribuer à soulager tes pensées et donc tes émotions autour des douleurs menstruelles. C'est juste ne pas t'assimiler à ça. Tu as le droit de le penser, mais tu peux ne pas te penser que c'est réel, en fait, ce que tu penses. Waouh, j'espère que tu comprends bien. Bref, pour ça, je t'invite plutôt que de te décider, de toi te dire, ok, je vais décider que je vais penser ça, je vais changer ma manière de penser, etc. Moi, je te conseille clairement d'aller plutôt voir un ou une thérapeute ou une accompagnante. Moi, j'accompagne aussi sur le plan cognitif, mais ça peut être aussi tout ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, qui sont justement hyper puissantes pour prendre soin des pensées et des pensées, on va dire, intrusives. C'est-à-dire là, je suis un cas désespéré, je suis nulle, etc. Ça devient une pensée intrusive. Quatrième dimension de la douleur, c'est la dimension comportementale. Avec l'expérience de la douleur, il va y avoir aussi l'ensemble des actions que tu mets en place autour de celle-ci. La douleur influence aussi ce que tu fais ou ce que tu évites de faire. Donc la dimension comportementale, elle va toucher tous les comportements que tu installes autour de la douleur. Et souvent, il y en a de deux sortes. C'est-à-dire, la première, c'est les comportements que tu vas mettre en place pour apaiser la douleur. Donc, mettre une bouillotte sur ton ventre, rester allongé pendant des heures, rentrer chez toi, éviter de manger, éviter de bouger, prendre un médicament, te mater une série, etc. Ça, c'est les comportements que tu mets en place pour aller apaiser ta douleur. Les deuxièmes types de comportements, c'est les comportements que tu vas éviter de faire pour ne pas intensifier la douleur. Parce que tu as pu vivre certaines situations où la douleur était très forte, où le malaise émotionnel et cognitif était peut-être très intense, et comme tu n'as pas envie de revivre ça, tu vas éviter tout un tas de situations similaires à cette situation où tu as vécu cette douleur très forte. Par exemple, tu vas éviter de sortir dans un lieu public, donc tu vas annuler un restaurant, tu vas pas prendre la voiture, tu vas pas prendre le tram, tu vas pas voir d'autres gens, donc tu vas annuler un week-end entre amis, etc. Tu vas manquer les cours si tu fais des études, tu vas poser un jour de congé si tu travailles. Tout ça, en fait, c'est des comportements qui sont des comportements évitants. Que ce soit les comportements pour essayer d'apaiser tes douleurs ou pour essayer de ne pas intensifier ta douleur, c'est des comportements qui sont nécessaires et qui sont garants de ton apaisement face à la douleur. Donc tu vas me dire, ouais mais attends, les actions que j'ai mis en place, elles sont là pour soulager ma douleur, elles me font du bien à moi, pourquoi tu me parles de cette dimension? Qu'est-ce que moi j'aurais à changer par rapport à cette dimension? Eh bien, lorsqu'il y a des douleurs menstruelles chroniques, certains comportements peuvent parfois entretenir la douleur. Et même les comportements dont on a l'impression que sur le coup, ça te soulage. Je vais te donner plusieurs exemples à plusieurs échelles différentes. Donc attention, c'est des exemples. Donc c'est vraiment... je t'invite vraiment à te réapproprier ce que je te dis. Ne prends pas personnellement, chaque cas est unique, etc. Donc peut-être pour toi, ce n'est pas possible de changer ce comportement. C'est ta réalité et c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Donc, premier exemple, c'est effectivement de rester allongé plusieurs heures. Ça te semble être une solution parce qu'à un instant T, tu as remarqué que c'était la seule solution possible, que ça te soulageait. Mais parfois, trouver le bon mouvement, le mouvement tout doux, tout tranquille, ça pourrait te soulager. Je te parle pas de faire 30 minutes de squat profond, de pompe, machin et tout, là pas du tout. Je te dis juste que certains petits mouvements, même quand tu es allongé sur ton lit, même très fins, peuvent apporter plus de soulagement que de rester statique. Et ça, j'ouvre la parenthèse, je t'invite à écouter l'épisode numéro 2
avec la kiné Caroline Gonon, qui nous parle justement de ces micro-mouvements. Elle parle en l'occurrence du gros orteil, qui est de bouger son gros orteil quand on est allongé de manière statique, peut soulager. Pourquoi se mettre en mouvement quand on a des douleurs de règles ? Eh bien tout simplement parce que les muscles peuvent devenir plus tendus et plus sensibles à rester statiques plus que à bouger. Voilà. Un autre exemple que j'ai envie de te donner, ça c'est un autre exemple dans les comportements évitants, c'est le fait d'annuler tous tes rendez-vous pro et perso. Alors oui, je comprends tout à fait que de ne pas voir la tête de ton coloc Bernard quand tu as mal, ça t'évite un pic de douleur en plus, et c'est sûr, je confirme, je comprends tout à fait. Mais en réalité, je questionne le fait de te désociabiliser complètement. Parce que, en fait, la santé sociale, elle est aussi importante dans ta vie. Et c'est l'OMS, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, c'est donc l'Organisation mondiale de la santé, qui parle des 3 santé. La santé physique, la santé émotionnelle et la santé sociale. Et parfois, la santé physique, elle est très douloureuse, c'est pas ouf du tout, ok? Mais de ne pas voir tes potes, ça peut aussi impacter ta santé globale. Et avec elle, ta santé émotionnelle, bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier que si tu ressens le besoin de voir d'autres personnes, même si tu as mal, c'est aussi important de se l'autoriser. Je dis bien si tu en ressens le besoin, parce que je te sais, voilà, je le sais, vous êtes nombreuses à être complètement associables pendant ces moments-là, c'est ok aussi. Mais c'est à poser, voilà, à poser la question de, en fait, qu'est-ce qui me ferait là le plus de bien ? Quelle santé j'ai envie de vivre, en fait. Là, sur quelle santé j'ai envie de jouer, c'est plutôt d'aller voir les copains, d'inviter une copine à prendre le thé, etc. Ou c'est vraiment de me retrouver seule. Un autre exemple de comportement, c'est pas exactement un comportement que tu mets en place ou non, mais c'est surtout une anticipation du comportement qui a été ici problématique. C'est-à-dire que parfois le rituel d'apaisement pendant la crise de douleur, elle est tellement importante qu'il va être ce rituel, en fait, il va être ultra anticipé, et que si pour X ou Y raison, le rituel ne peut pas se faire, ça génère un stress d'anticipation très important qui va générer de nouveau de l'inflammation due au stress sur une inflammation qui est déjà de la douleur physique. Donc dernièrement, là, pour te donner cet exemple-là, j'ai accompagné une personne qui m'expliquait qu'elle est toujours chez elle quand elle a mal. Elle s'organise toujours pour rentrer chez elle. Et là, en fait, ses règles sont arrivées plus tôt que prévu, et donc elle était à l'université quand c'est arrivé. Donc elle a été ultra stressée, elle a dû partir, elle a dû prendre le tram, ça l'a fait complètement paniquer, elle avait peur de faire un malaise dans la rue, et donc elle a été extrêmement impactée émotionnellement. Elle a eu des pensées très très négatives, en plus de la douleur physique. Ça l'a fort impactée émotionnellement, même plusieurs jours après. Donc vous voyez à quel point en fait ça prend un temps considérable, ça va au-delà juste de j'ai mal à cet instant T, ça va générer des émotions, ça a des conséquences sur plusieurs jours, même après. Donc, pour que ça ne se reproduise pas, moi, je l'ai accompagnée à trouver des solutions lorsqu'elle était en dehors de chez elle. Parce que, en fait, et moi je le dis toujours, j'aimerais vous dire que oui, tu seras toujours chez toi et tu seras toujours dans ton petit cocooning, etc., pour subir, entre guillemets, tes douleurs de règles tranquille. Mais en fait non, la réalité c'est que c'est impossible de tout prévoir et que d'être toujours dans le même environnement sécurisant, voilà, la vie elle est c'est une impermanence, parfois ça va t'arriver de pas être dans cet environnement-là sécurisant. Donc ensemble, on s'est dit, on allait été chercher quelles seraient les solutions quand elle est dans un espace public pour qu'elle soit rassurée et pour que en fait cette pensée de mon Dieu, ça va être horrible si je suis dehors, si je suis à l'extérieur, si je suis un lieu public, que cette pensée-là en fait elle soit non pas éteinte, mais qu'elle se dise ok, si je suis dans un espace public, maintenant j'ai des solutions. Ensemble, en fait, on s'est dit ok, qu'est-ce que toi tu peux mettre en place ? On s'est dit que peut-être que d'aller voir s'il y a une infirmerie à l'université, ça serait possible pour justement qu'elle ait pas à reprendre le tram et qu'elle ait juste à aller à l'infirmerie et se poser quelques heures à l'infirmerie le temps que la crise arrive. Ou bien, si elle n'est pas à l'université, de se dire, ok, peut-être que, je sais pas, de rentrer dans une pharmacie et de dire qu'elle se sent pas bien et qu'elle peut se reposer. Ça arrive, en fait. Les pharmacies, vraiment, alors elles sont pas là pour ça.
je vais avoir des messages de pharmaciennes et de pharmaciens qui vont me dire « Ah, dites pas ça, sinon il va y avoir tout un tas de gens qui vont arriver. » Non, effectivement, c'est pas... Mais dans l'urgence, en fait, la pharmacie peut être un élément, un point important où, en fait, juste de se poser, de s'asseoir quelque part, ça arrive... Enfin, c'est très régulier qu'il y ait des chaises dans les pharmacies et quelqu'un qui se sent mal, je pense pas qu'une pharmacienne ou un pharmacien ou une préparatrice en pharmacie ou un préparateur en pharmacie vous dise non, dégagez. Voilà. Donc ça peut être quelque chose. Ça peut être aussi une salle d'attente, tout simplement, rentrer dans une salle d'attente de médecin ou dans une salle d'attente et d'aller s'asseoir et juste de se poser et de se sentir en sécurité. Voilà, moi je propose la pharmacie, mais peut-être qu'il y en a d'autres, ce sera autre chose. Et pas forcément rentrer dans un bar, demander à boire, etc. Enfin, alors que vous êtes plié en deux, voilà. C'est peut-être pas l'idée, mais la pharmacie ou la salle d'attente d'un médecin, ça peut être une solution juste pour se poser. Vous demandez rien en fait, juste vous posez pendant la demi-heure, le temps d'appeler quelqu'un, le temps de trouver des solutions. Voilà, ça c'est des solutions qu'on a retrouvées ensemble et qui, elles, l'ont apaisée et qui font que émotionnellement elle s'est apaisée, elle a beaucoup moins peur d'être dans l'espace public. Ça veut pas dire qu'elle va aller chercher à être dans un espace public en permanence quand elle aura des douleurs menstruelles. Ça veut dire qu'elle a changé en fait sa pensée que si elle est dans un espace public pendant sa crise menstruelle, pendant sa crise de douleur, elle va tomber dans les pommes et ça va très mal se passer. Voilà. Donc, bref, tout ceci pour te dire que la dimension comportementale, elle est à questionner en permanence pour pouvoir réajuster et ne pas tomber dans des travers d'entretenir la douleur ou de créer un stress d'anticipation. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, je t'invite à régulièrement, en dehors de la crise, à te demander est-ce que ce que je fais pour apaiser mes règles, est-ce que les comportements que je mets en place pour apaiser mes règles ou pour éviter d'intensifier mes douleurs, etc., est-ce que c'est toujours bon pour moi ou pas et qu'est-ce que je peux réajuster si ce n'est pas le cas? Et j'en arrive à la 5e dimension, la dimension sociale de la douleur. Donc ça, c'est la dimension que j'ai envie d'ajouter en tant qu'accompagnante féministe et politisée, parce que en fait, la douleur, elle n'existe jamais en dehors d'un contexte social. Et en fait, ce n'est pas qu'une pensée personnelle que je prône ici, puisque c'est l'OMS qui parle de santé sociale. Et je l'ai dit plus haut par rapport à l'OMS parle de santé sociale. Et pour résumer ce que raconte l'OMS, en fait, en parlant de santé sociale, c'est que un réseau social solide, un accès aux soins de santé, une inclusion sociale sont des éléments cruciaux pour maintenir un état de santé optimal. Voilà, c'est la phrase. Donc, on parle ici de santé en général. Donc, si je zoome sur la douleur spécifique et sur de la douleur menstruelle, je peux te dire que l'expérience de la douleur dépend aussi des inégalités sociales. C'est ce qu'on appelle des déterminants sociaux de la santé. Les déterminants du genre, donc le fait que tu sois une femme, la douleur, hélas, va être considérée beaucoup plus comme une fragilité, alors que la douleur, par exemple, chez un homme est considérée comme un acte héroïque. Le fait d'avoir mal chez un homme, c'est un héros, alors que le fait d'avoir mal chez une femme, c'est une fragilité. Il y a, dans les déterminants sociaux, ça va être la culture. Je donne un exemple très concret, c'est dans la culture chrétienne, la douleur, c'est quelque chose qui est presque positif. Plus tu vas avoir de la douleur, plus tu auras ta place au paradis. Ça peut être religieux, mais c'est extrêmement culturel. Hein. Vraiment, moi, je viens pas d'une religion... de la religion chrétienne, j'ai pas été baptisée, etc. Reste que, en fait, dans ma culture d'occidentale, blanche, européenne, française, etc., cette notion de la souffrance, de la douleur comme rédemption, c'est quelque chose qui est très important et, enfin, sur lequel je me suis construite avec, quoi. Donc, ça fait partie aussi des déterminants qui vont avoir un impact sur le fait d'accepter ou non la douleur, le fait de minimiser ou non la douleur, le fait de vivre la douleur de manière positive ou négative, ou en tout cas d'insister sur cette notion de douleur. Et dans d'autres cultures, en fait, la notion de douleur va être différente, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cultures où la douleur, par exemple, va avoir une signification de « il y a un message, ton corps a un message à te faire passer », ça fait partie de certaines cultures. Et il y a aussi la culture de « si tu as mal, c'est que tu es une mauvaise personne, c'est que tu as été puni, etc. » Donc ça donne aussi, enfin voilà, vous imaginez le stress de dire « ok, en fait, j'ai été puni, j'ai mal parce que j'ai fait quelque chose de mal », enfin ça conditionne la douleur.
Bref, je vais pas, je donne des exemples là, mais il y a plein de déterminants sociaux de la santé. Donc je disais le genre, la culture, l'éducation, les conditions de travail, la couleur de peau et le racisme qui va avec, les services de santé accessibles à côté de chez toi, le système médical qui va être plus ou moins neutre dans l'accueil en fait et dans l'écoute et dans la prise en charge en fait de tes douleurs. Bref, tout ça, il y en a 14 déterminants sociaux de la santé. Donc tu peux aller les voir sur le site internet de l'OMS. Et tout ça, en fait, ça va influencer tes douleurs menstruelles. Et dans le cas vraiment des douleurs menstruelles, on observe plusieurs phénomènes. La dimension sociale intériorisée, c'est-à-dire que la société dans laquelle nous vivons t'a appris à normaliser tes douleurs menstruelles. Ça signifie parce que en fait, les douleurs menstruelles sont tellement acquises, tellement normales que en fait, ça fait partie du package d'être une femme entre guillemets. Parce que bien sûr, on est dans tout ça dans des stéréotypes de genre, mais ça signifie en fait que la douleur, elle est minimisée, elle est individualisée, elle est intériorisée, et ça, c'est extrêmement problématique. Pourquoi ? Parce que en fait, tu ne vas pas te plaindre, voire tu vas continuer à vivre comme si de rien n'était, alors que c'est le chaos à l'intérieur de toi et que tu as besoin de soins. Et ça, en fait, maintenant on le dit, il y a beaucoup de médecins qui le disent. Heureusement, voilà, on entend parler de plus en plus de l'endométriose. Elle est de plus en plus diagnostiquée tôt, et heureusement, parce qu'en réalité, là, nous, on est sur les générations d'avant et nos générations à nous de trentenaires, quarantenaires. Ça fait 10, 15 ans que ces personnes-là, que des personnes ont de l'endométriose, que l'endométriose, que les lésions se sont développées, etc. Et que ça aurait pu être pris en charge. Ça aurait pu être beaucoup plus doux si la prise en charge avait été bien en amont de la maladie. Donc, minimiser les douleurs, les intérioriser, ne pas te plaindre, etc., c'est dangereux. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est sociale. Autre exemple de dimension sociale, je pense aux conditions de travail. Le stress d'anticipation de la douleur ne va pas être le même si tu travailles toute la journée debout, par exemple, et que tu peux pas te permettre de perdre ton emploi, que tu peux pas prendre de congé, etc., que si tu vas pouvoir adapter tes horaires de travail, que si tu vas pouvoir prendre un congé menstruel. Attention, je ne dis pas que les personnes qui peuvent se permettre d'avoir un congé menstruel sont moins dignes d'avoir de la douleur ou ont une douleur moins intense. Pas du tout. Je dis que en fait, ça peut jouer sur l'état inflammatoire de ton corps, d'anticiper ou non tes douleurs menstruelles en fonction de tes conditions de travail. Et puis, il y a la dimension sociale perçue par les autres. Donc, de nombreuses études montrent qu'aujourd'hui, les douleurs liées à la santé gynécologique, elles sont moins prises au sérieux, elles sont moins rapidement diagnostiquées, elles sont moins bien traitées. Et se rajoute à ça l'intersectionnalité, c'est-à-dire de subir plusieurs oppressions. Donc là, en l'occurrence, on est déjà sur quelque chose d'oppressif, d'être une femme, donc de subir de la misogynie, du sexisme, etc. Mais bien sûr, il va y avoir des femmes qui vont aussi, en plus de subir du sexisme, vont subir du racisme. Et il va y avoir aussi des femmes qui ont d'autres handicaps que des douleurs menstruelles et qui vont subir du validisme, qui vont subir du classisme, etc. Donc tout ça, ça va engendrer certaines conditions. L'exemple classique, c'est le syndrome méditerranéen dans le suivi médical. C'est-à-dire que lorsque l'on est une femme avec des douleurs menstruelles et que l'on est racisé, eh bien, il peut y avoir ce syndrome méditerranéen qui se met en place. Chez certaines personnes du corps médical, il va y avoir un certain biais qui va faire qu'il va y avoir une pensée que les femmes racisées, principalement noires ou supposant être nord-africaines, vont exagérer leur douleur. Ça va entraîner une prise en charge médicale encore plus inadaptée. L'exemple concret, c'est qu'on va donner plutôt des anxiolytiques plutôt que des antalgiques, mais ça peut aussi engendrer des retards de diagnostic et ça peut entraîner en fait une mauvaise prise en charge, voire une pas de prise en charge du tout. Du coup, tout ça pour te dire que la dimension sociale, elle va influencer quand même la reconnaissance de ta douleur, elle va influencer l'accès à tes soins et la manière dont tu te sens légitime ou pas à demander de l'aide. Donc pour prendre soin de cette dimension sociale, c'est pas évident parce que je vais pas te dire il faut que tu changes de travail, il faut que tu changes de région pour changer de médecin, il faut que tu trouves un médecin bienveillant, bienveillante, etc. Dans le meilleur des mondes, ça pourrait être possible. Ça l'est difficilement et ça, moi, ça me fend le cœur et ça me met hors de moi. Mais en fait, c'est très difficile d'avoir un impact vraiment concret sur cette dimension sociale. Donc déjà, juste de la reconnaître, c'est déjà extrêmement intéressant. Et moi, en fait, pour jouer en tout cas sur cette dimension sociale, ce que je recommande, ça va être surtout
d'avoir un réseau solide, un réseau social solide. Ça va te permettre d'apaiser cette dimension sociale, clairement. Et pour ça, je recommande toujours d'aller trouver des espaces de parole, d'aller trouver des cercles, d'aller trouver des clubs, des groupes Facebook, des associations, pour pouvoir partager, pour en fait te retrouver, comprendre, échanger avec des personnes qui vivent la même chose que toi. Ça n'évite pas les inégalités sociales, mais un réseau en fait social solide va pouvoir renforcer, on va dire, les dimensions émotionnelles et cognitives des douleurs menstruelles. Voilà, c'était la 5e dimension de la douleur. J'en arrive du coup à la conclusion de cet épisode. Et si je résume un peu ce que je viens de te partager sur les 5 dimensions de la douleur, l'idée n'est pas de te dire qu'il faut tout changer ou bien analyser toutes les dimensions. Ce qui est important pour moi, c'est surtout de te montrer que ta douleur menstruelle n'est pas un problème unique avec une solution unique. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est souvent de te concentrer sur ta dimension physique de la douleur. Et c'est normal, c'est là qu'on nous a appris à regarder en premier. J'ai à cœur de te dire que ce n'est pas ton corps qui est défaillant. La bonne nouvelle de l'épisode, c'est qu'il y a plein d'autres pistes à aller explorer parce que en fait, la douleur se joue aussi ailleurs, dans tes émotions, dans tes pensées, dans ce que tu mets en place dans ton quotidien, dans le contexte dans lequel tu vis, etc., etc. Donc tu peux avoir l'impression d'avoir déjà tout essayé sans que ça change vraiment, mais en fait, tu n'as souvent essayé que la dimension physique de la chose. Alors qu'en réalité, apaiser tes douleurs menstruelles peut se jouer aussi dans ta manière de reconnaître les émotions qu'elles mobilisent, dans ta manière de questionner certaines pensées ou certaines croyances que tu peux avoir, dans ta manière d'ajuster certains de tes comportements et dans ta manière de remettre en question les normes sociales autour de tes menstruations et autour des douleurs menstruelles. Donc moi, je t'invite surtout à sortir de cette logique où tu cherches une solution unique. Et puisque tu es encore là et à m'écouter, je te propose un exercice à faire la prochaine fois que tes règles arrivent. Donc si tu as l'énergie et le courage pendant la crise de douleur, ok, si c'est impossible pour toi, tu peux le faire quelques heures ou quelques jours après la crise, mais prends quelques minutes et pose-toi cette question. Dans quelle dimension de la douleur je suis le plus impacté là actuellement ? À la dernière crise ou pendant cette crise, quelle est la dimension qui m'impacte le plus ? Est-ce que c'est mon corps qui est dans une tension immense ? Est-ce que ce sont mes émotions qui me submergent, qui vraiment m'impactent ? Est-ce que ce sont mes pensées qui tournent en boucle, qui sont en train de m'impacter le plus fort ? Est-ce que ce sont mes comportements qui me limitent ou qui m'isolent ? Ou est-ce que c'est le contexte autour de moi qui rend tout ceci plus difficile ? Ne cherche pas à trouver une solution à la dimension qui t'impacte le plus, cherche juste à observer ce qui prend le plus de place en toi. De prendre conscience de ça et observe ce que ça te fait de voir que c'est plutôt tes émotions, plutôt ton comportement. Est-ce que ça te surprend ? Est-ce que tu t'en doutais ? Est-ce que ça te rassure ? Est-ce que ça te stresse encore plus ? Observe ces dimensions, c'est déjà commencer à créer un autre rapport à la douleur, ok ? Et parfois, ce simple changement de regard peut déjà t'ouvrir des nouveaux chemins pour prendre soin de toi. Je te laisse me raconter en commentaire quelle est cette fameuse dimension de la douleur que tu vas pouvoir explorer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et je te retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut les menstrues! Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mauderenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.